Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Histoire d'école. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis, dans la cité de Mamkoumbabang, et nous sommes avec ce charmant public, donc les élèves du groupe scolaire Yavuz Selim, avec ces très belles tenues. Nous sommes également avec une partie du personnel et des parents d'élèves. Et sur le plateau, nous avons spécialement deux invités de marque. Il s'agit donc de M. Mbeng, M. Medoun Mbeng, qui est le directeur du CAOSP, le Centre académique de l'orientation scolaire. Bonjour M. Mbeng. Bonjour M. Sarr. Nous avons aussi M. Alassane Sek, qui est le directeur des études donc, de Yavuz Selim, Saint-Louis. Bonsoir M. Sarr. Chers téléspectateurs, vous l'avez vu, le décor a un peu changé aujourd'hui et c'est pour parler de l'orientation scolaire et professionnelle. Comme d'habitude, nous allons regarder pour camper le débat et on revient sur le plateau dans 10 minutes. Dans ma vie, je voulais devenir une douanière. J'ai toujours voulu être médecin ou sage-femme ou infirmière et je vais continuer avec ça. Eh oui, des aspirations ou des rêves, beaucoup d'élèves en ont. Mais rares sont ceux qui parviennent à les réaliser du fait des choix de séries ou de filières qui ne sont pas toujours des meilleurs ou des conditions d'études inadéquates. J'étais en série S. Je faisais la série S en seconde et en première. C'est dans cette année-ci que j'ai commencé à faire la série L2. Puisque je ne peux plus faire la médecine avec la série L2, donc je veux faire sage-femme si possible, ou bien avocat ou journaliste peut-être. En conseil de classe, il y a des échanges qui se font entre les professeurs et chaque élève a son profil. Il y a des élèves qui ont un profil de scientifique et d'autres qui ont plus un profil de littéraire. Et je pense que dans le cadre de ces échanges-là, c'est de voir en fait là où l'élève a plus de compétences et de l'orienter vers ça. Parce qu'il arrive parfois que des élèves, on l'a déjà vu ici, s'efforcent à prendre des orientations qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils peuvent faire et que, en cours d'année, ils se rendent compte justement que ça ne va pas. L'enseignement des sciences demande beaucoup de moyens matériels. Si je prends l'exemple des SVT que j'enseigne, donc c'est des sciences expérimentales, la même chose que pour les sciences physiques. Ça signifie seulement qu'il faut faire des expériences. Et on ne peut pas les faire dans des salles de classe, c'est dans des salles spécialisées. Si je prends l'exemple de Thiès, il y a un seul bloc scientifique et technique. Dans nos collèges, il n'y a pas de salle spécialisée. Même si auparavant, on nous a donné quelques matériels, des microscopes, de la verrerie, mais on n'a même pas orange ce matériel-là. Donc, je pense qu'il faudra encore avoir un programme, peut-être décennal, je ne sais quoi, on va l'appeler, pour installer dans les collèges des salles, des laboratoires, avec tout le matériel qu'il faut, et que les élèves puissent manipuler, faire des expériences. C'est ça qui leur donnera goût aux sciences. Ainsi, on peut dire qu'il est difficile d'assurer une bonne orientation scolaire et professionnelle des jeunes à cause de l'intervention de plusieurs facteurs qui sont parfois conflictuels. C'est en fonction de ces choix, quand nous regardons parfois à la télé ou dans nos discussions, il ressort de ces discussions parfois qu'il aspire à devenir informaticien, parfois il parle donc d'ingénieur. Et on profite de cela pour lui expliquer que pour épouser de telles professions, il faut nécessairement faire de bons résultats en maths, en sciences physiques et aussi avoir de bonnes notes en SVT. Je donne l'exemple d'une famille de médecins qui a envie que tous les enfants deviennent des médecins. Si l'enfant a un profil de faire des études de droit ou des études en littérature, les parents ont plus tendance à dire que l'enfant peut faire des études en médecine. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve dans son département à l'université et que le département ne convient pas. D'abord, je dirais que l'orientation scolaire et professionnelle, d'abord, c'est un droit pour tous. Un droit pour tous, d'autant plus que chacun en a besoin
pour construire son projet et réaliser son projet personnel et professionnel. Le contexte dans lequel nous sommes exige qu'on puisse faire des choix judicieux d'études, de formation, choisir les métiers qui conviennent à soi et réaliser son projet d'insertion et faire sa carrière professionnelle. Pourtant, il existe au Sénégal des professionnels bien formés qui s'occupent de la question. Si nous partons de la définition de l'activité d'orientation, qui est essentiellement une activité d'accompagnement, on peut dire que les personnes les mieux indiquées pour faire l'orientation scolaire professionnelle, ce sont les psychologues conseillers, qui ont été formés et préparés à accompagner les élèves et les étudiants, les parents, les professionnels dans le cadre de la réalisation de leur projet d'études et de formation et d'insertion aussi professionnelle. On a la chance d'avoir un département de formation des psychologues conseillers au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, au niveau de l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel. Ils sont formés là-bas, recrutés sur la base d'un master ou bien en sociologie ou bien en philosophie. Ils sont formés pendant 2 ans. La formation théorique se déroule au niveau de l'ENSET et la formation pratique professionnelle essentiellement se passe au niveau du Centre national de l'orientation scolaire professionnelle. Cependant, beaucoup d'acteurs de l'école ne connaissent pas ces psychologues conseillers et du coup, ce sont les parents et les enseignants qui assurent la mission à raison ou parfois à tort. On en parle un peu à la maison, en famille, entre le papa, la maman et le principal concerné, à savoir donc mon enfant. Mais on ne le fait pas de manière directive ou dogmatique. Je pourrais appeler cela une négociation en famille. Voilà, donc on parle des débouchés, on parle de l'avenir, on parle donc de toutes les potentialités qui sont liées à la filière scientifique et qu'est-ce qui permettrait à un élève de devenir demain quelqu'un donc qui pourrait fréquenter la série S1 ou S2. Il y a des exceptions dans toute chose, mais la plupart du temps, je pense que les enseignants, ils ont quand même les yeux et les oreilles pour voir et entendre. Donc quand on accompagne un élève pendant une année scolaire ou plusieurs années, on peut dire le profil de l'élève. Et je pense que l'enseignant est mieux placé pour donner des réponses à ce genre de questions que les parents. Et parfois, il y a des parents qui ne comprennent pas, mais souvent, ils reviennent sur ça. Psychologues conseillers au niveau des structures d'orientation, que ce soit le CNOSP, les CAOSP, Centres académiques de l'orientation professionnelle, ou bien les structures d'orientation qui se trouvent au niveau des universités, qu'on appelle les BIAO, ou bien d'autres structures, les SNOPS au niveau du ministère de la formation professionnelle. Toutes ces structures-là sont habilitées à conseiller, à accompagner les élèves et les étudiants dans le cadre de leurs études. Aussi bien les études ici au Sénégal, en Afrique, comme en Europe ou bien aux États-Unis. Le spécialiste de l'orientation investigue, recherche certains éléments, la cohérence ou bien la véracité de certains éléments pour pouvoir accompagner correctement l'élève à réussir. C'est quand même la réussite scolaire et professionnelle est basée sur des éléments qu'il faut bien éclairer. C'est vrai qu'au Sénégal, les spécialistes de la question ne sont pas nombreux. Imaginez à peu près une centaine de spécialistes de l'orientation, ce qui fait un ratio à peu près de 2 conseillers pour 8000 élèves, alors que l'UNESCO fixe un ratio raisonnable d'1 conseiller pour 300 élèves. Vous voyez un peu l'ampleur du travail à faire. Dans tous les cas, une cohésion des acteurs et une meilleure cohérence du dispositif sont devenus indispensables pour augmenter les chances de réussite des jeunes élèves et étudiants, quel que soit le statut des parents. Et oui, vous l'avez vu avec nous, ce reportage de 10 minutes donc, que nous avons fait spécialement pour vous montrer que c'est réellement un problème, l'orientation scolaire
et professionnelle. Et aujourd'hui, on va surtout parler de l'orientation scolaire. Avant de passer la parole au public, d'abord mes deux invités, on va leur permettre rapidement de réagir. Monsieur Mbeng, d'abord. Voilà. Bonjour M. Sarr, bonjour également au groupe scolaire Yavuz Selim de Saint-Louis. Avant peut-être de placer mon propos par rapport au film que nous venons de visualiser, je voudrais simplement noter et faire noter que, en fait, l'élément montre, sans équivoque, que le choix d'orientation est un choix extrêmement complexe, est un choix extrêmement difficile, parce qu'effectivement, il fait intervenir beaucoup d'acteurs. L'élève qui subit les enseignements d'apprentissage, qui a peut-être son propre projet, mais également le parent d'élève qui investit sur son enfant, qui de manière légitime également a une aspiration personnelle pour son enfant, mais également les professeurs qui tiennent les classes, qui en tout cas exercent une certaine forme d'influence sur les élèves, d'autres acteurs même en dehors de l'école, que ce soit les pères, le groupe des pères, les camarades de classe et d'autres acteurs, en fait, interviennent dans le choix d'orientation, ou bien influencent le choix d'orientation. Cela montre qu'effectivement, c'est une question qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement complexe, mais je pense qu'un choix d'orientation également mérite d'être en tout cas bien mûri, bien réfléchi, parce que ce n'est pas un choix facile. Il faut l'inscrire effectivement dans un projet, il faut l'inscrire également dans une démarche de construction. Et comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'élément, l'aspiration professionnelle, en fait, c'est un premier pas vers le choix d'orientation. Et c'est une aspiration, c'est une étincelle, disons-le. Une étincelle, quand on l'entretient, effectivement, elle peut donner effectivement un produit. Ça veut dire que l'aspiration peut aboutir effectivement à un véritable projet. Et peut-être là, on y reviendra. Effectivement, on y reviendra. Vous l'avez vu, c'est un professionnel de l'orientation qu'on a invité. Et vous allez voir que ce débat va être alléchant avec lui. Donc, Monsieur Seck, Monsieur Alassane Seck, le directeur des études de Yavuz Selim, Saint-Louis. Merci beaucoup. D'abord, commencer par souhaiter la bienvenue à nos hôtes, parce qu'aujourd'hui, c'est Yavuz Selim Saint-Louis qui reçoit. Donc, en fait, remercier également les parents qui sont venus, parce que quand même, ils perçoivent, dès qu'on leur a donné l'information, en fait, tous voulaient venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils amènent leurs enfants à l'école, c'est vrai et c'est légitime, comme l'a dit M. Mbeng tout à l'heure, on voit déjà derrière tout ça, demain, ce que l'enfant va devenir, n'est-ce pas? Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit non, à l'élémentaire, peut-être c'est trop tôt de parler d'orientation scolaire. Je dis non, le projet, il commence dès la maternelle déjà. Dès la maternelle, quand on vient inscrire l'enfant, plus ou moins, comme il l'a dit, on a une aspiration, en tout cas une vision pour cet enfant-là. Bon, maintenant, c'est l'histoire scolaire qui fera un peu le choix définitif par rapport à cet enfant qu'on nous amène déjà dès la maternelle. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Et nous allons passer maintenant la parole au public, à ce charmant public que vous voyez. Bonjour, je m'appelle Né Antedje, je suis en classe de 6e et j'ai 11 ans. Alors moi, ce que je voulais devenir demain, c'est ingénieur. Mes parents ne l'ont pas choisi. Je l'ai choisi moi-même. Bonjour, je m'appelle Hanata Djouridian. Je suis en classe de 6e, j'ai 11 ans. Demain, je voudrais devenir chef d'entreprise. Mes parents ne l'ont pas choisi. J'en ai toujours rêvé. Merci. Bonjour, je m'appelle Raki Anelba. J'ai 11 ans. Demain, je voudrais devenir médecin. Mes parents ne l'ont pas choisi, mais ils sont d'accord pour que je devienne aussi médecin et que je m'applique dans mon travail. Depuis que je suis petite, je voyais toujours les gens à la télé devenir médecin. Donc j'ai dit que je pourrais être comme ça demain. Bonjour, je m'appelle Khadim Daw, je suis en classe de CM1, j'ai 9 ans. Demain, je voudrais devenir un footballeur parce que mon grand frère veut être un footballeur aussi. Bonjour, je m'appelle Serine Abdullah Hassan, je suis en classe de 6e et j'ai 12 ans. Plus tard, je voudrais devenir un médecin militaire car j'aime tout ce qui est en rapport avec la science et qu'aussi l'armée, ça m'a épaté depuis toute mon enfance. Bonjour tout le monde, je m'appelle Boubacar Bari, je suis en classe de CM2
j'ai 11 ans. Je voudrais être demain un informaticien parce que mon père l'est. Je voulais continuer aussi mes études jusqu'au terminal pour faire le baccalauréat. Bonjour, je m'appelle Mohamed El Hassan Hachem. Je fais la classe de CM1. J'ai 11 ans. Demain, je veux être un pilote. Parce que mon père travaille comme un pilote. Kolia Selim s'honore vraiment de recevoir votre équipe. Vous savez, nous vivons des moments très difficiles pour les enfants en ce qui concerne vraiment le choix de leur avenir. Vous voyez, choisir un métier était très facile. Le premier référent, c'était le père. Le métier du père était valorisant et tous les enfants voudraient épouser le métier de papa. Et que ça continue jusqu'à nos jours parce que les enfants qui se sont prononcés, beaucoup se sont référés à papa. Et on les admirait dans leur métier. Mais aujourd'hui, nous voyons que les repères se sont déplacés et d'autres même ont disparu. Quant à ce choix, nous avons un éventail incontrôlable aujourd'hui de métiers. Voilà. D'autres qui étaient moins valorisants deviennent très valorisants. Oui. Donc le choix là est très difficile. Est-ce que le parent peut-il laisser maintenant son enfant nager comme ça dans des eaux troubles? C'est là la grande interrogation. Oui. Donc si le parent n'agit pas, un autre va agir à sa place. Peut-être c'est l'influence du maître, parce qu'il s'habille bien, il s'exprime très bien, donc j'aime son métier. Je voudrais être comme lui. Voilà. Peut-être c'est le père de l'ami qui est au coin, j'y vais toujours. Voilà. Dans la maison, donc, ça ne manque de rien. Voilà. Donc j'estime le papa qui est là-bas et automatiquement, ça influence mon choix. Donc les choix sont toujours influencés, qu'on le veuille ou pas. Ça ne peut pas être personnel. Voilà. Et puisqu'il y a tellement de filières, même méconnues des enfants, mais le parent, il est obligé d'intervenir. Voilà. Et intervenir aujourd'hui dans le métier, ce n'est pas l'amour du métier. Les paradigmes se sont déplacés, il faut l'admettre. Aujourd'hui, le métier le plus valorisant, c'est le métier qui nourrit son bonhomme. Oui, c'est ça. Et pour les parents, effectivement, ils veillent sur ça. Voilà. Ton enfant ne peut pas faire de projection. Voilà. S'il tombe sur un métier qui, dans 10 ans, il n'arrive même pas à avoir 150 000 francs, mais il ne va pas vivre dans ce pays. Les parents font des projections pour vous dire que voilà tel métier, avec ce métier-là, tu peux gagner beaucoup d'argent. Voilà. Tu serais à l'abri, tu vas en même temps aussi nous aider. C'est comme ça que le parent réfléchit. Donc ce n'est pas une chose à écarter. Maintenant, le soubassement des aptitudes aussi est très important. Parce que pour réussir un métier, il faut avoir des aptitudes. Voilà. Des dispositions. Voilà. C'est la façon la plus sûre de réussir son projet d'orientation. Mais, en dehors de ces aptitudes aussi, la volonté peut nous amener à soulever des montagnes. Il faut le reconnaître. Merci beaucoup. Et je parle en tant que parent d'élèves ici à l'école même. J'ai mon enfant ici. Mais pour l'orientation scolaire, je ne pense pas que j'aurai à interférer sur le choix de mon enfant. Vraiment parce que déjà pour moi, mes parents n'ont jamais interféré sur mes études. J'ai fait des études normales, le bac +3 à l'université Gaston Berger en anglais. Aussi j'ai fait une formation professionnelle et ce choix je l'ai fait moi-même. Parce que j'ai vu qu'à l'université, le débouché, c'était juste être professeur d'anglais. Et depuis toute petite, j'avais pas pour projet d'être professeur ou enseignante. Je ne l'ai jamais voulu. Donc, arrivée en 3e année, je me suis inscrite à l'ISM. Déjà, j'ai fait 3 ans aussi. J'ai écrit mon mémoire en finance. Donc, vous voyez, je suis partie de littérature aux finances. Maintenant, j'ai vu que c'était mon propre choix. Peut-être c'est à cause de ça que je suis venue travailler ici en tant que secrétaire et en tant que comptable de l'école aussi, depuis 5 ans ou 6 ans même.
Maintenant, pour ça, c'était juste pour dire que il faut laisser le choix aux enfants. Comme l'a si bien dit M. Sall, ils peuvent faire leur propre choix par rapport à leur environnement, c'est-à-dire l'environnement proche, les parents, les frères et sœurs, les amis, les camarades de classe. Donc, on laisse le choix libre aux élèves. Ah oui, vous avez vu ce charmant public et vous avez entendu également les très belles réactions des élèves et des parents aussi. Monsieur Mbeng et Monsieur Sek, donc vous avez aussi entendu, tout comme nos téléspectateurs. Donc je commence avec vous par rapport à tout ce qui vient de se dire. Les élèves déjà à partir de cet âge qui commencent à avoir certaines ambitions, comment les accompagner dans le système déjà? Ouais, une première observation, c'est que nous, de notre temps, les gens voulaient devenir enseignants, professeurs. Hein. Il n'y a aucun parmi eux qui nous ait dit qu'il voudrait être professeur ou enseignant. Bon, peut-être que quelque part, voilà, M. Mbeng reviendra sur ça et que vous avez dû sentir ce changement un peu de choix. Hein. Mais en fait, il faut qu'il y ait des professeurs, parce que s'il n'y a pas de professeurs et d'enseignants, il n'y a pas de médecins. Hein. Alors ça, peut-être que c'est une chose qu'il faut retenir, et que donc peut-être il faut un peu remettre, n'est-ce pas, parmi les aspirations des enfants, en tout cas ce métier noble d'enseignant et n'est-ce pas, de professeur. Et que de plus en plus, il faut installer, disons, l'orientation scolaire au sein des établissements. Parce que comme j'ai dit, le projet, il commence tôt. Donc très tôt peut-être, il faut commencer également, en tout cas à mettre les enfants sur les pistes. C'est ça que je voudrais dire, n'est-ce pas, sur les pistes d'orientation. C'est ça que je voudrais dire et laisser vraiment la parole. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes venus écouter les spécialistes. Quand on en a un, mais on doit en profiter. Hein. Et donc, voilà pour l'instant ce que je voudrais dire là. Mais je tiens à dire quand même que vous êtes spécialiste aussi. Parce que c'est quelque chose, surtout dans le domaine scolaire. Donc pour l'orientation professionnelle, c'est tout autre chose. Mais quand même pour l'orientation scolaire, donc c'est un chantier que les enseignants et les psychologues conseillers doivent bâtir ensemble, n'est-ce pas, Monsieur Mbeng? Voilà, c'est ça. Moi, je pense que les réactions sont fort intéressantes. Hein. Mais je pense que pour un professionnel d'orientation, il est facile en tout cas d'entendre chez un élève se projeter sur l'avenir. C'est très facile. Mais ceci, en tout cas, repose la question un peu de la pertinence du projet pour un élève. Et les témoignages des deux parents, quand même, montrent que les approches peuvent être différentes. Mais en tout état de cause, je pense que l'élève doit avoir un projet. Il est évident qu'il ne peut pas, en aucune manière, en aucun cas, à lui seul véritablement se définir le projet. Certes, M. Sall l'a dit tout à l'heure, il sera influencé par son environnement de manière générale pour aller un peu plus vite. Mais je pense que ce projet devra faire l'objet d'un accompagnement et d'un encadrement. Parce que le projet personnel, qu'il faut reconnaître, c'est une entreprise de construction personnelle. Moi, je suis contre les parents qui décident à la place de leurs enfants. Parce que le projet doit déboucher, doit en tout cas sortir d'une réflexion que l'élève, que l'enfant aurait menée sur sa personne d'abord. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut? Mais également, quelles devraient être les stratégies, quel devra être également le parcours de formation, quelles compétences devra-t-il avoir véritablement pour voir son projet se réaliser. Et dans cette dynamique, dans cette entreprise, il pourra être accompagné par beaucoup d'acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que dans ce dispositif, la place du psychologue conseiller est une place qui est centrale, qui est primordiale. Parce que le premier défi du psychologue conseiller, c'est effectivement d'informer l'élève. D'abord sur toutes les possibilités, le parent l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas que la profession d'enseignant, il n'y a pas que les professions de médecins et d'ingénieurs. Il y a une multitude de métiers dont il faut effectivement aller vers la découverte. Et là, l'élève devra faire véritablement l'éventail de tous les choix possibles en termes de profession. Et maintenant, à partir du moment également, il aura véritablement fait
réflexion personnelle. À travers des outils que nous utilisons, les questionnaires d'intérêt et de motivation permettent à un élève effectivement de cerner des centres d'intérêt. Ces centres d'intérêt permettent de faire une projection de métier. Mais il ne faut pas s'en limiter à ça. C'est vrai, on se fixe un objectif, un métier, mais il faut aller vers la connaissance de ce métier. Et là, ça passe. Mais avant d'arriver à la connaissance de ce métier, on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Mais déjà, vous avez parlé donc de ce rôle très important des psychologues conseillers. Et malheureusement, on l'a vu avec ce reportage, le directeur du CNOSP, M. Jay, que nous saluons au passage, donc il l'a souligné. Déjà, le ratio, il est très faible. On n'a pas beaucoup de psychologues conseillers. Donc, de telle sorte que les élèves ne peuvent pas en bénéficier. Et comme la nature a horreur du vide, maintenant, de plus en plus, c'est d'autres qui se substituent à ces psychologues conseillers. Et parfois, c'est nous, enseignants, qui jouons carrément ce rôle, n'est-ce pas, ce rôle de psychologue conseiller. La question, c'est à vous aussi, monsieur le directeur. Donc, mais lui d'abord. Voilà, je ne pense pas qu'une tierce personne puisse se substituer au psychologue conseiller. Parce qu'il faudrait véritablement que les gens restent à leur place aussi. Et que des domaines de compétences qui sont réservés à un type de professionnel, que ces professionnels-là puissent les exercer. C'est vrai, on est en nombre très réduit. Si je prends l'exemple de Saint-Louis, pour toute une région, tout un pôle scolaire, on est 8 dans la région. Ça pose problème. Mais n'empêche, le travail d'information dans les établissements scolaires se fait dans toute l'académie de Saint-Louis. Aujourd'hui, on organise ce qu'on appelle des centres d'information dans les établissements. Et plus particulièrement, dans les classes de terminale et de troisième, nous allons vers les élèves pour leur expliquer, s'il s'agit des élèves de troisième, véritablement, qu'est-ce que le choix d'orientation? Comment faire pour opérer un bon choix d'orientation? Bref, quels sont les critères pour faire un bon choix d'orientation? Mais également, quels sont véritablement les débouchés auxquels véritablement des études, tous les types d'études pourraient mener. Et ça aussi, c'est un travail continu. C'est vrai qu'on se fera accompagner par les familles, on se fera accompagner par les enseignants, parce que c'est une question d'information. Mais l'accompagnement sur le plan technique, quant à l'élaboration d'un projet personnel, je pense que les personnels qualifiés et en tout cas aptes à faire ce travail, c'est les psychologues conseillers. Quand bien qu'on soit en nombre très réduit, mais en tout cas, nous, au niveau de Saint-Louis, on a initié un important projet. C'est dans le cadre effectivement des stratégies de maintien des filles à l'école qu'aujourd'hui, nous, on a ciblé la zone de Gokhombat, le CM David Abebois Ablaye Mar Diop, où nous sommes en train d'expérimenter le PPP, le projet personnel et professionnel, comme un outil de maintien des filles à l'école. Okay. Et aujourd'hui, on a accompagné une 60aine de filles. Et chacun véritablement a identifié 3 métiers. C'est évident, il ne peut pas engager tous ces 3 métiers-là. Mais il va procéder par élimination à partir d'une connaissance parfaite de ces métiers-là. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle la phase d'exploration du monde professionnel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des cadres de rencontre avec ces filles-là et les professionnels des métiers avec qui, effectivement, ils ont des séances d'entretien, des séances d'information qui leur permettent de véritablement bien connaître le métier avant de s'y engager. Ça, c'est une forme d'accompagnement qui permet effectivement à l'individu de pouvoir véritablement choisir en toute connaissance de cause. C'est extrêmement important aussi. Donc, on va revenir à ça. Voilà. Donc, M. Seck, on va aller voir M. Seck. La question de tout à l'heure sur l'accompagnement donc psychologique également. J'y arrive. Donc l'accompagnement psychologique, parce que nous enseignants, surtout dans le public, vous à Yavuz Selim, vous avez cette chance d'avoir des conseils en orientation, mais nous dans le public, on n'a pas cette chance. Du coup, on est obligé, comme on ne voit pas toujours les psychologues conseillers, on est obligé donc de faire ce travail de suivi. Ouais, donc c'est vrai, hein, on ne peut pas se substituer, comme il a dit, à un spécialiste. Hein. Ça vraiment, on risque de faire des dégâts. Hein. Moi, je crois que ce qu'il faudrait, peut-être, c'est de rapprocher de ces services qui existent. En fait, le centre d'orientation, c'est pas nouveau. De mon temps, c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, le centre d'orientation. Et je me rappelle que dans le temps, il y avait même des docimologues qu'on mettait, n'est-ce pas, hein, et qui permettaient déjà au niveau de l'évaluation de pouvoir rectifier l'évaluation des enseignants. Moi, dans ma formation, nous avons reçu pendant toute une semaine le docimologue, n'est-ce pas, qui nous a aidé un peu à évaluer. Parce qu'en fait, c'est très lointain, hein. Ce n'est pas seulement une chose qui est là, non, mais ça accompagne
disons, toute la formation de l'enfant. Hein. Et c'est pas seulement, nous ne nous substituons pas seulement à eux, des fois nous nous substituons aux docimologues. Nous pensons avoir bien évalué, ce n'est souvent pas le cas. Hein. Alors donc, ce que peut-être on peut conseiller aux gens, c'est que le service est là, il appartient aux établissements, moi je crois, de se rapprocher des services qui sont très disponibles, hein, pour pouvoir avoir la bonne information. En tout cas, Yaou Selim, je crois que c'est mis en chantier par rapport à cela. Et nous, à Saint-Louis, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un, et nous ne manquerons pas vraiment de faire venir cette personne tout au long de l'année, n'est-ce pas, pour accompagner nos enfants. Hein, parce que c'est un service qui est là. Nous sommes des citoyens, nous sommes une école installée, et nous ne manquerons pas d'utiliser les services, n'est-ce pas? Okay. Merci. Et c'est le lieu de remercier et de féliciter aussi le directeur donc, du CNOSP et les directeurs des KOSP, donc, qui sont très dynamiques en ce moment, parce qu'on a senti que le KOSP est en train de se rajeunir. Et je fais un clin d'œil à M. Ndiaye, donc, le directeur du KOSP de Pikine Guédiawaye, qui est aussi en train d'abattre un travail formidable avec son équipe. Donc, de plus en plus, vous allez vers la population, vous allez vers les élèves, vous allez même vers les enseignants. Donc, mais surtout, vous aidez les élèves, comme vous avez dit tout à l'heure, à bien choisir. On dit tout à l'heure, certains sont influencés par les mamans, les papas, d'autres par la télé. Ça dit qu'on ne peut pas bloquer l'aspiration d'un élève. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire de telle sorte que véritablement ce choix-là puisse être encadré. C'est-à-dire que le résultat d'un processus pédagogique, c'est-à-dire qu'on apprenne à l'enfant la possibilité de pouvoir véritablement choisir et d'être fidèle à son choix. Et je pense que c'est en ces termes-là que la question se pose. Mais on ne peut pas, l'élève qui a le droit de faire un footballeur, c'est une étape de son évolution. D'ici quelques temps, il va se fixer d'autres objectifs professionnels. Donc, en ce moment-ci, il est naturel que les élèves définissent des projets. Mais c'est à l'état de rêve. C'est des projets plus ou moins fantaisistes. Mais on va les accompagner. On va les accompagner en termes d'informations complémentaires, en termes de conseils, en termes de définition de trajectoire d'études, de trajectoire de formation, de la possibilité de se donner un certain nombre de compétences pour voir un peu un jour leur rêve, leur aspiration, comme une formule tout à l'heure, c'est réalisé. Ça veut dire que c'est une entreprise de construction dans le long terme. Ces choix qu'ils ont déjà émis, bon, ce n'est pas des choix définitifs. C'est des choix qu'on va mûrir encore, qu'on va accompagner, qu'on va encadrer pour faire de sorte qu'en tout cas, qu'ils aient toutes leurs chances en tout cas de voir un peu leur projet, leur aspiration devenir un véritable projet parce qu'il sera axé sur une réalité concrète qui va tenir compte de leur personnalité, de leurs aptitudes, de leurs compétences, mais également de beaucoup d'autres paramètres liés à la famille, liés à l'évolution économique, liés également au contexte d'emploi et de travail. Ceci pourra en tout cas à la limite permettre à l'élève de pouvoir véritablement voir son projet devenir effectivement une réalité, parce que c'est pertinent, parce que c'est adapté à sa personne. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, un parent d'élève l'a évoqué. De plus en plus, les parents donc, ne font plus de choix en termes donc, de valeur d'un métier ou d'un autre, mais on réfléchit en termes d'argent. Donc, est-ce qu'il est bien aussi de laisser prospérer cette façon de faire au niveau des parents et au niveau des enfants? Bon, de toutes les façons, on ne peut pas leur reprocher ça. Mais le choix d'un métier, c'est le choix d'un style de vie aussi. Parce que le style de vie dépend en partie de ce que la personne en tout cas, représente dans la vie. Et c'est à travers le métier qu'on exerce, à travers sa profession, véritablement qu'on sent qu'effectivement on est quelqu'un. Mais le plus essentiel, c'est que l'élément motivation, l'élément également passion parfois aussi. Parce qu'il y a des gens qui exercent un métier, c'est parce qu'effectivement c'est une passion chez eux. C'est-à-dire même s'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent, en retour, il y a un certain épanouissement, un certain confort personnel intérieur que peut-être d'autres personnes ne voient pas. Et qu'à l'intérieur de la personne, véritablement, lui, il est comblé. Ça veut dire que aussi, le choix d'un métier, véritablement, on choisit un métier pour véritablement pouvoir être dans les dispositions de pouvoir vivre aisément, comme on dit. Mais le plus important, c'est qu'on choisit un métier par vocation. On choisit un métier parce qu'effectivement, c'est un projet. Maintenant, si on y gagne de l'argent, et ça c'est très relatif aussi, chaque individu, chaque personne a sa propre appréhension de l'argent. Il y en a qui en veulent beaucoup
d'autres en veulent tout juste quelque chose en tout cas pour pouvoir vivre. Et là vraiment c'est à l'appréciation des individus et chacun ira véritablement par rapport à sa propre philosophie, sa propre conscience effectivement de la vie et des métiers. Et Monsieur Seck, on l'a aussi vu dans le reportage, une dame, une enseignante donc, qui est au lycée Kennedy, qui l'a dit. Parfois, il arrive que des élèves choisissent une série et que le parent veuille changer la série. Ou bien un élève qui vient, qui se rend compte que ses amis sont dans une autre série et qui veut les rejoindre alors qu'il n'a pas les mêmes aptitudes. Dans ce cas, est-ce qu'il est bien donc d'arrêter ça ou est-ce qu'il faut l'accompagner tout simplement? Voilà, donc dans un premier temps, je crois que l'enseignant que je suis va répondre. Hein. En fait, il faut orienter l'enfant, je crois, d'après ses dispositions en classe. Quelqu'un, par exemple, qui a plutôt des aptitudes littéraires, moi je crois qu'il faudrait le conseiller pour aller faire des études littéraires. Hein. Sinon, il pourrait avoir des problèmes en mathématiques, ça c'est certain. Hein. Alors, donc, maintenant pour le parent d'élève, je dis plus ou moins chaque parent, il se projette dans son enfant. Hein. Et peut-être que pour lui, il se dit que c'est plus gratifiant que mon enfant fasse ce que j'ai pas pu réussir, la série S, mais je voudrais que mon enfant réussisse cela. Hein. C'est assez légitime, hein. Mais quand même je dis que en mettant l'un dans l'autre, il faut tenir compte des dispositions réelles de l'enfant. Hein. Parce qu'en fait c'est très long, c'est toute la vie que ça va l'accompagner et qu'il faut qu'il parte sur des choses qui le motivent, des choses, n'est-ce pas, où il est vraiment compétent pour réussir. Hein. Monsieur Seck, donc là, vous avez raison et ça va me permettre également de vous relancer sur la question du projet. Monsieur Mbeng l'a dit tout à l'heure. Donc, il a parlé en termes de projet, n'est-ce pas? L'élève qui doit mettre en place un projet et le mûrir au fil du temps. Le directeur du CNOSP également l'a dit. Mais certains, donc, parents, vous disent par exemple que leur projet, c'est leur enfant. Donc, est-ce que là, ça ne constitue pas un danger quand le parent considère l'élève comme son projet à lui? En fait, je crois que l'enfant qui prend son enfant par la main, qui va l'inscrire dans une école, le projet est déjà commencé. Et le parent, peu ou prou, il est dans le projet. N'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas de lui-même que l'enfant est allé à l'école. Hein? Quelqu'un l'a pris, le parent en l'occurrence, pour l'amener à l'école. Il est partie prenante du projet. Mais peut-être la question, c'est par rapport au choix, au mois de choisir telle ou telle filière, c'est là où se pose. Mais le projet, globalement, le parent, il est au centre. Et c'est légitime. C'est très légitime. C'est pour ça qu'on pose la question. Voilà, parce que quand c'est le projet du parent, voilà. Ce n'est pas le projet du parent. C'est pas en fait le projet du parent. Moi, je crois que c'est le projet de l'un et de l'autre. C'est le projet de la famille. Parce que l'accompagnement ici, de toute façon, elle va se faire avec le parent tout au long du cursus. Là où je ne suis pas d'accord, c'est d'imposer à l'enfant telle ou telle filière. C'est là où la question se pose. Hein. N'est-ce pas? C'est là où se danger. Peut-être que maintenant, M. Mbeng va revenir sur la question. Voilà, ça. Je pense que je suis totalement en phase avec le doyen Seck. Hein, parce qu'en vérité, le projet, ça doit être le projet de l'élève. C'est vrai, le parent peut ne pas avoir d'ambition pour son enfant. Mais le défi, ce sera véritablement de faire en sorte que les deux projets puissent être fédérés. C'est-à-dire que l'enfant se trouve dans le projet de son père et que le père se trouve également dans le projet de l'enfant. Et c'est ça qui permet effectivement de garantir la réussite, c'est ça qui permet effectivement de garantir le succès. Voilà pourquoi la médiation et l'intermédiation des psychologues conseillers parfois est fondamentale. C'est-à-dire que ce travail de conciliation entre parfois des positions qui vont être divergentes, comment faire de sorte que l'élève tienne compte des aspirations du parent, mais également que le parent tienne compte des aptitudes réelles de l'élève. Comme l'a dit le doyen tout à l'heure, c'est l'élève qui est dans la classe. C'est l'élève également qui subit les enseignements d'apprentissage. C'est l'élève qui est évalué. Donc la motivation, elle est extrêmement importante. Si un élève n'est pas motivé dans une série, il ne peut en aucun cas réussir. Et là, c'est la responsabilité, véritablement, c'est le parent qui va l'endosser en réalité. Voilà pourquoi, moi, je plaide, je suis pour qu'on laisse les élèves engager, les enfants engager leur propre projet et que le rôle du parent devrait être tout simplement de l'accompagner. Mon enfant se dit que moi, je veux être un médecin, je veux faire des études scientifiques. Pour moi, le défi d'un parent devrait être de créer toutes les conditions. De créer toutes les conditions pour que l'élève puisse véritablement réussir.
S'il y a lieu véritablement de renforcer la documentation scientifique, qu'il le fasse. S'il y a également possibilité de trouver un enseignant, un répétiteur à la maison, dans les différentes disciplines, qu'il le fasse. Moi, je pense que c'est là où est attendu véritablement un parent pour que son enfant puisse véritablement voir son projet. Je vais insister sur ça encore, parce que vous avez cité l'exemple du médecin. Pour l'exemple du médecin, généralement, ça ne pose pas de problème. Mais surtout pour les nouveaux métiers, parce qu'il y a tout le temps de nouveaux métiers qui émergent et que parfois les parents ne maîtrisent pas tout à fait. Et dans les familles, il y a des conflits énormes. Donc, à propos de ces nouveaux métiers-là, avec le parent qui s'oppose farouchement. Et à ce niveau, j'ai vu également que le CAOSP, depuis Pikine Guédiawaye en tout cas, organise souvent des séances dans les établissements scolaires pour présenter ces nouveaux métiers, donc et aux parents et aux élèves, et également donc, leur montrer les aptitudes qu'il faut avoir et ce qu'ils peuvent même avoir donc, avec ce métier en termes de salaire, en termes de projets pédagogiques, voilà, et tout ça. Donc à ce niveau aussi, il y a problème quand c'est les nouveaux métiers. C'est vrai, mais dans tous les cas, il faudrait que l'information puisse atterrir chez les parents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les élèves qui sont en classe, ce sont les élèves qui sont en porte d'un projet, mais également le parent de manière légitime et naturelle, avec aspiration pour son enfant. Maintenant, faudrait-il, comme on prend en charge l'enfant, prendre en charge également les familles. Parce que c'est là aussi également que se pose un autre défi pour les structures d'orientation. C'est-à-dire comment faire aujourd'hui pour toucher les parents. Il faudrait qu'ils soient informés de toutes les possibilités au même titre que les enfants. C'est à cette seule condition qu'on pourra voir en tout cas totalement éliminer cette situation de conflit qu'on rencontre souvent entre l'aspiration de l'élève et le choix des parents. Et je pense que si on fait ce travail-là d'information, de sensibilisation à un certain niveau, surtout centré sur les familles, sur les parents, on pourra voir véritablement les élèves être beaucoup plus à l'aise en tout cas, à engager des projets qui pourraient certainement rencontrer l'agrément de leurs parents. Et là, véritablement, la motivation, le succès ne s'en trouvera véritablement que garanti par rapport effectivement aux jeunes qui sont en situation d'apprentissage dans les établissements scolaires. Vous avez raison. Il y a Mme Khan qui l'a souligné tout à l'heure. Heureusement qu'il y a les passerelles. Il y a les passerelles maintenant. Donc, avec le système LFD, on peut partir par exemple de droit pour aller faire autre chose. Donc, et ça, au moins, ça facilite les choses. Donc, nous arrivons au terme donc, de cette émission. Et avant donc, de passer la parole une dernière fois à mes invités, nous allons voir les tops de l'éducation. Bonsoir chers téléspectateurs, je m'appelle Marie-Cécile Villela, étudiante à Bill Jobs Institute en marketing communication. Bienvenue dans votre rubrique Les tops de l'éducation. Le premier top est attribué à l'équipe du Sénégal au championnat du monde de récital de Coran. Mohamed Diallo s'est classé premier, autrement dit champion, et Mame Diarra Ngom a pris la 3e place. Ils ont hissé très haut le drapeau du Sénégal. Mohamed El Moustapha Diallo, premier mondial de récital de Coran, et Sokhna Ndeye Diarra Ngom, 3e. Le Sénégal, premier sur 149 pays au Malaisie. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y avait beaucoup de participants au concours et le Sénégal a pris la coupe. Je remercie mes parents et mon maître qui m'a enseigné et tous les Sénégalais. Dieu a fait que le Sénégal a participé au concours au Malaisie et a gagné à travers son fils Mohamed Moustapha Diallo. On accueille à la hauteur de l'exploit, un exploit qui confirme une fois de plus la qualité de l'enseignement coranique au Sénégal. Tout le monde devait venir à l'accueil. Ceci montre tout simplement que les Sénégalais sont très bons dans l'apprentissage du Coran. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, que la Coupe du Monde coranique nous revient ici au Sénégal. C'est une première. Ce qui montre que vraiment l'enseignement du Coran est une réalité ici au Sénégal. Je dis souvent à nos camarades que ce n'est qu'à Dakar seulement
Si on peut compter plus de 1000 daara à Dakar, ça montre nettement que vraiment les Sénégalais aiment le Saint-Coran. Une rencontre prochaine prévue avec le chef de l'État. Comme on le fait avec l'ensemble des acteurs sénégalais qui excellent dans leur domaine, ces lauréats seront reçus par le président de la République et seront honorés. Le deuxième top, nous le décernons à la Commission nationale de relance du sport scolaire qui a su redonner vie à l'IASU. Écoutons le président, M. Dor. Suite aux institutions du ministre de l'Éducation nationale, M. Selim Baytiam, les inspecteurs d'académie avaient en charge de relations avec le sport scolaire avec une circulaire qui précisait les conditions. Et les inspections d'académie se sont mis en exergue. Ils ont donné les institutions aux inspections d'éducation et de la formation. Et nous avons fait le tour des 11 IF de Dakar pour installer les comités niveau IF et les comités départementaux. C'est ainsi qu'on a pu jouer pour aboutir aux phases départementales et aux phases régionales. Les élèves ont adhéré, les enseignants ont adhéré. Puis les IF seront mobilisés avec leur staff et les enseignants. Et ils ont pu organiser plusieurs disciplines comme le football, minime élémentaire, cadet, junior senior, le basketball, différentes catégories, la lutte, le handball, la natation dans certains IF et l'athlétisme. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont organisé les Jeux Gusto. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, même le terme de nomination doit être revu. Depuis 3 ou 4 années, on parle de nomination de relance. Maintenant que c'est effectif, on doit penser maintenant même à la fédération. Parce qu'un comité national et des comités régionaux, on doit aller maintenant vers la fédération nationale du sport scolaire. Et nous cherchons à impulser, comme vous l'avez dit, les valeurs olympiques. Au niveau des moyens, chaque élève inscrit, l'association sportive de l'école bénéficie de 200 francs comme fonds AS. Il l'utilise pour jouer à l'interne les matchs interclasses, mais aussi pour le déplacement des équipes pour aller jouer les compétitions de sport scolaire. Quand on parle de relance, il faut y mettre les moyens. Ça peut se comprendre parce que c'est une transition entre l'UASU et le sport scolaire. L'UASU avec un fonds qui venait de la primature, une subvention. Donc il est temps que cette subvention qui était allouée à l'UASU soit reversée au sport scolaire. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui avec les tops de l'éducation. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans Histoire d'école. Merci beaucoup encore à notre journaliste en herbe qui vient de nous présenter les tops de l'éducation. Donc, maintenant, nous arrivons au terme de l'émission. Mais avant de se quitter, on va juste passer la parole à nos deux invités, à nos deux illustres invités, n'est-ce pas, pour un mot de la fin. Monsieur Medoun Beng, je rappelle que c'est le directeur du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Saint-Louis. Voilà. Merci beaucoup, M. Sarr. Je pense que le mot de la fin ne sera pas trop long. Nous l'allons articuler à des mots de remerciement simplement. Remercier au premier chef les parents d'élèves également qui ont répondu à cette invitation. Remercier également nos jeunes élèves qui sont aujourd'hui là, qui participent à l'émission. Je pense que là, vous êtes en train de relever un très grand défi, surtout le défi de la promotion de l'orientation scolaire professionnelle. Et les jeunes que nous avons entendus au début de l'émission, en tout cas, ont tous formulé des vœux, des aspirations professionnelles. Et là, j'en profite véritablement pour tendre la main à nos doyens, à notre doyen sec, à l'établissement Yahou Selim, pour en tout cas dire simplement que le centre d'orientation est une structure publique qui est au service véritablement de tous les élèves de la région, de tous les élèves du Sénégal, sans distinction de statut public ou privé. L'essentiel, c'est les enfants du Sénégal. Et nous sommes un service public et nous devons être accessibles à tout le monde. Et voilà pourquoi je donne mon engagement, je donne en tout cas ma disponibilité quant à une future collaboration entre l'établissement Yahou Selim et le centre d'orientation. Parce que ces jeunes-là, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être guidés, d'être conseillés et d'être suivis. Et je pense que là, le centre d'orientation reste disponible pour faire ce travail au bénéfice du système éducatif. Et je pense que c'était ça le mot de fin. Et je remercie tout le monde et je me réjouis fortement de cette émission. Merci beaucoup, M. Mbeng. Et vous l'avez dit, ce jeune public, parce que je crois que ce n'est pas choisi au hasard. Donc ce jeune public, comme on le dit souvent, l'argile, on le façonne quand il est encore humide, n'est-ce pas?
votre mot de la fin, Monsieur Alassane Seck, le directeur des études du groupe scolaire Yavuz Selim de Saint-Louis. Merci M. Sarr. C'est également des mots de remerciement à l'endroit de l'IA qui nous a associés à cette activité. Remercier également M. Mbeng, le directeur du centre d'orientation de Saint-Louis. Je continue à l'appeler comme ça parce que je suis dans la école. Bon, et en fait, son appel n'est pas entré, en tout cas ici au niveau de Yavuz Selim, dans l'oreille d'un sourd. Nous prenons la balle au bon et nous ferons véritablement appel à vous dans les jours prochains parce que véritablement nous avons besoin de vous. Hein. Nous avons besoin de vous et ça, je crois qu'on devrait réinstaller en tout cas l'orientation scolaire au cœur du système éducatif sénégalais. C'était déjà fait, mais il faut que cela se refasse également parce qu'aujourd'hui nous avons les profils qu'il faut pour cela. Merci beaucoup aussi à vous, Monsieur Seck, et merci beaucoup à tout le groupe scolaire, à tout le groupe Yavuz Selim qui nous ont permis donc de sortir de Dakar enfin pour venir tourner donc tout au nord, n'est-ce pas, du pays. Et on s'apprête à aller aussi au sud du pays, à Ziguinchor, à aller dans toutes les autres régions. Donc attendez-nous, on arrive bientôt pour des numéros très alléchants de votre émission Histoire d'école. Vous me permettez aussi de remercier l'inspecteur d'académie de Saint-Louis, Monsieur Sow, qui devait être aujourd'hui avec nous, mais malheureusement qui a été empêché par la semaine nationale, donc la cérémonie officielle donc, de la semaine nationale de l'école de base. Et on le remercie pour l'accueil, pour tout ce qu'il a eu à faire pour que l'émission puisse se faire dans les règles de l'art aussi. Chers téléspectateurs, c'était tout pour votre émission Histoire d'école. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un autre numéro, peut-être dans une autre région.